Alors quand on regarde le tableau périodique des éléments, on se rend compte que Mendeleïev a été génial parce qu'il a en fait été périodiquement, c'est de là que vient le nom, à la ligne. Donc il les a classés par ordre de masse croissante. Et le but de cette façon d'aller à la ligne, c'était de regrouper en colonnes, en familles, des atomes qui sont de la même famille, qui ont la même réactivité. Donc on a les alcalins, alcalino-terreux, terreux, carbonides, azotides, sulfurides et halogènes, et les gaz rares, la dernière famille, et les métaux de transition, qui sont regroupés selon leur réactivité chimique. Alors les autres grandes catégories, il y a les métaux, dont on a déjà parlé dans l'autre vidéo, les gaz rares qui réagiront peu, et on va ici parler des non-métaux. Alors les métaux, je vous rappelle qu'ils ont une valence 1, quand ils sont dans la première colonne, qu'ils ont un électron dans la dernière couche, ils ont tendance à faire des ions une fois positifs, par exemple le Na+. Et ceux qui sont dans la deuxième colonne ont 2 points dans la dernière couche. C'est la représentation de Lewis. Chaque petit point représente un électron dans la dernière couche. Donc le beryllium a 2 électrons dans la dernière couche, le magnésium a 2 électrons dans la dernière couche. Ils ont tendance à faire des ions 2 fois positifs, à vider leur couche pour être stable. L'aluminium, lui, va faire Al+++, parce qu'il a 3 électrons dans la dernière couche. Voilà. Alors, les non-métaux, ils vont aussi avoir des valences 1, 2 et 3, selon le nombre d'électrons dans leur dernière couche, mais ça va aller dans l'autre sens. Donc, je vais prendre du bleu. Ceux de valence 1 sont dans la colonne 7A. Il a 7 électrons dans la dernière couche, donc chaque fois qu'on a une petite barre, ça représente 2 électrons, donc colonne 7, 7 électrons. Donc si on regarde, le fluor, il a 7 électrons dans la dernière couche, le chlore aussi a 7 électrons dans la dernière couche, etc. Donc on va avoir 7 électrons, et ceux-ci vont avoir tendance à former des ions une fois négatifs. Donc et ceux-ci, ils ont 2 électrons dans leur 2 électrons célibataires, 6 électrons au total, ils auront une valence 2. Ceux-ci ont 3 électrons célibataires, ils ont une valence 3. Et on les retrouvera sous forme d'ions 1 fois moins, 2 fois moins et 3 fois moins. Ceux-ci ne vont pas former d'ions, ils ont une valence 4 par contre. Parce que ce n'est pas facile de faire des ions ni 4 plus ni 4 moins. Alors, les non-métaux en général, donc ceux qui sont repris en bleu ici, donc ils vont avoir tendance à faire des ions 1 fois moins, 2 fois moins ou 3 fois moins. Ils ont beaucoup d'électrons dans leur dernière couche. Donc c'est ça le point commun des non-métaux, ils ont beaucoup d'électrons. Alors c'est 7, c'est 6, etc. Donc le chlore, qui a 7 électrons dans sa dernière couche, il va avoir tendance à gagner un électron. Alors pourquoi fait-il cela? Pour ressembler aux gaz rares qui ont 8 électrons dans leur dernière couche. Et donc le chlore aura toujours ses 7 électrons de départ, et il a un 8e. Et un 8e électron, ça permet de combler les trous, de boucher les trous. Donc autant les métaux voulaient effacer les taches, tous les points ici, autant les non-métaux veulent fermer les trous, raccommoder les trous de leur couverture. Donc on va avoir des ions Cl-. Alors l'ion Cl-, c'est l'ion chlorure. Alors contrairement aux métaux qui gardent leur nom, c'est l'ion magnésium, l'ion sodium, les ions du chlore, donc l'atome s'appelle chlore, l'ion s'appelle chlorure. Donc il y a un suffixe URE qui vient à la fin. Alors maintenant, quel est l'aspect de ces différents états? Donc quand vous êtes un métal atomique Na sans charge, vous êtes brillant, malléable, très réactif. Si vous le mettez dans l'eau, ça génère de l'hydrogène et parfois une flamme. Et quand vous êtes un ion, vous êtes tout à fait invisible, dissous dans l'eau. Si vous êtes dans un sel, vous êtes quelque chose de translucide et blanc. Donc vraiment, être un ion ou un atome, ça change beaucoup. Pareil pour les non-métaux. Donc l'ion chlorure, ça va aussi être quelque chose de translucide et blanc dans le sel, ou ça va être quelque chose d'invisible dans l'eau. Alors l'atome de chlore, il n'existe pas en tant que tel. Donc le chlore, lui, ne sait pas vivre seul, et ne sait pas se rassembler comme les métaux et libérer tous leurs électrons. Il va vraiment vivre en couple et former ce qu'on appelle des molécules covalentes. Donc ils vont faire des liaisons covalentes, des molécules covalentes, de Cl avec Cl. Donc chacun Cl vient avec son électron célibataire, le mettre en commun. Et donc chaque Cl considère qu'il a 8 électrons. Donc la liaison covalente,
la liaison covalente. C'est une mise en commun. On appelle ça aussi un doublet liant, la barre entre les deux. Vraiment, ces deux électrons sont considérés à eux deux. Les électrons qui sont sur l'atome à lui-même, on appelle ça les doublets non liants. Donc ici, chaque chlore a 4 doublets, il est en octet, il est content. Alors juste pour donner un exemple des autres familles, donc pour ceux qui sont dans la famille 6A des sulfurides, par exemple le soufre, il a 2 points, lui il a tendance à gagner 2 électrons et donner l'ion avec sa couche complète qui a gagné les 2 électrons manquants. Il a gagné 2 électrons supplémentaires qui vont venir se mettre ici et là, et donc 2 charges. Donc vous avez des valences 1, des valences 2 et des valences 3. Et donc ça c'est aussi l'ion avec un suffixe ur, sulfure. On aurait pu l'appeler l'ion soufrure, mais c'est l'ion sulfure. Et dans la colonne précédente, par exemple l'azote, il va aussi faire des ions, mais c'est plus rare. Donc lui, il a 5 électrons au départ. Et il va donc devoir gagner 3 électrons. Je n'ai pas écrit néon, hein, c'est un point. Et donc donner l'ion azoture ou nitrure, je ne sais jamais, il y en a un qui... Et donc il aura toujours une couche complète et 3 charges moins. Voilà. J'écris pas nitrure, azoture, je crois que c'est plus azoture ou nitrure, je ne sais plus. Ok, alors les non-métaux, on va les retrouver dans des sels. Si jamais il rencontre un métal qui veut, lui, vider sa couche, se débarrasser de ses électrons, et lui n'a qu'une seule envie, c'est de remplir sa couche, ils vont bien s'entendre. Na.Cl, un point. Il ne va pas y avoir de mise en commun ici. Le sodium, il n'a rien à faire de cet électron célibataire du chlore. Il veut se débarrasser de son électron. Donc ce n'est rien à voir avec celui-ci qui considère qu'il a encore tout, et lui aussi. Donc c'est vraiment différent. Donc ici, on va avoir un Na qui va être positif et un chlore qui va être négatif. Donc ça, c'est une liaison ionique entre un plus et un moins qui tient à peine. Dès que vous le mettez dans l'eau, vous dissociez ça. Vous allez faire Na plus et Cl moins. Alors, j'aurais pas dû l'écrire comme ça. Donc, quand vous écrivez une molécule de NaCl solide, commencez pas à écrire les charges dedans. Hein. Donc ça s'écrit sous forme neutre, parce qu'il y a autant de plus que de moins. Et c'est de là que viennent les valences. Si vous commencez à prendre un soufre qui est 2 moins, vous allez devoir lui donner 2 potassium, par exemple. Et donc si vous mettez tous ces sels qui sont toujours solides, dès que vous avez un métal, c'est solide, avec un non-métal. Si vous le mettez dans l'eau, ces sels vont se dissocier. Et donner le métal sous forme aqueuse, le non-métal sous forme aqueuse, et chacun est un ion chargé. Ici, vous allez avoir le métal sous forme aqueuse, et chacun des 2 cas que contient la molécule, c'est un des 6 signaux qui a 2 cas, va vivre son chemin, et le soufre, il a ces 2 charges, et sous forme aqueuse. Donc si vous devez faire un modèle de NaCl, ben, vous faites plus et moins dans de l'eau, autant de l'un que de l'autre. Si vous faites un modèle de K2S, vous faites un plus, un deuxième plus, et une autre boule qui, elle, sera moins, moins. Voilà, donc il y a les molécules ioniques, les sels, qui ont des liaisons ioniques. Il y a les molécules covalentes. Alors, si vous essayez de mettre du Cl2, qui est la molécule ici, hein, Cl2 dans de l'eau, il ne se passera rien. Donc, c'est un gaz, et peut-être qu'il se dissout un peu, qu'il forme un peu de pont hydrogène, mais j'en doute. Et donc, les molécules covalentes ne sont pas toujours... Enfin, il faut qu'elles puissent faire des ponts hydrogènes pour se dissoudre dans l'eau. Mais ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Si on parle maintenant toujours des non-métaux, on va les retrouver dans des sels avec des non-métaux, on va les retrouver dans des molécules covalentes qui vont rarement faire des solutions d'électrolyte. Et on va les trouver dans des molécules qu'on appelle des molécules un peu mixtes. Ils vont avoir, par exemple, dans des sels ternaires. Donc ici, c'était des sels binaires, sels à 2 atomes, MX. Si vous commencez à travailler avec des sels ternaires ou des hydroxydes, les sels ternaires, par exemple NaNO3, ou bien des hydroxydes comme NaOH, vous avez 2 sortes, c'est un peu mixte comme molécule. Comme NaOH, par exemple, vous avez à la fois une liaison ionique, parce que dès que vous avez un métal, il a donné ses électrons et donc est devenu un ion, et puis vous avez des non-métaux, l'oxygène et l'hydrogène est un non-métal, tous les deux, hein, même s'il fait partie de la famille 1A. Et donc là, vous allez avoir des liaisons hybrides. Donc le sodium,
il a donné son point. L'oxygène, il avait 2 barres et 2 points. Hein, si on regarde la colonne de l'oxygène, 2 barres, 2 points. Et l'hydrogène, 1 point. Alors le sodium est un métal, il donne son électron. Il devient positif. L'oxygène est un non-métal, il est capable de recevoir cet électron et de devenir négatif. Je mets la charge de ce côté-ci. Entre l'oxygène et l'hydrogène, personne ne veut donner. Et ils font ce qu'on appelle une liaison covalente. L'hydrogène, il veut gagner un électron pour se retrouver comme l'hélium, avoir 2 électrons, être en duet. Alors cette liaison-ci, elle est covalente polarisée. Alors encore un détail à faire, c'est que les molécules covalentes peuvent être polarisées. Par exemple, entre H et Cl, une liaison covalente, ou entre O et H, dans l'eau aussi, hein, on va avoir ces liaisons covalentes polarisées. Alors c'est quoi des liaisons covalentes polarisées? C'est quand vous avez des atomes différents. Donc dans le chlore, ici c'est une liaison covalente parfaite. Et quand les atomes sont différents, ils ont une force différente. Ça peut arriver aussi qu'ils aient la même force en étant différents. Alors la force des atomes, c'est quoi? La force des atomes, c'est l'électronégativité. Donc c'est la force pour attirer des électrons. Vous avez compris qu'ils voulaient les électrons les uns des autres et qu'ils considéraient que c'était à eux, mais il y en a un qui peut tirer plus fort. Donc dans le cas du chlore et de l'hydrogène, on a 3 ici, on a 2,1 ici. Donc ici, c'est le chlore qui gagne. Il est plus davantage électronégatif. Et il va attirer les électrons à lui, on va lui donner une charge partielle, c'est ça ce delta négatif, parce que les électrons sont davantage chez lui. L'hydrogène va être delta plus, l'oxygène delta moins, il y a 3,5 par rapport à 2,1. Donc la molécule d'eau est une molécule polaire, avec des liaisons covalentes polarisées. Donc ça c'est des covalentes polarisées. Les molécules qu'on obtient quand on a des covalentes polarisées peuvent être polaires, pas toujours, ça dépend ensuite de la géométrie. Et donc cette molécule-ci, qui est à la fois ionique du côté du métal, elle est aussi polarisée de ce côté-ci, si on veut être complet. Alors imaginez que vous mettez cet hydroxyde dans l'eau, NaOH, dans l'eau. NaOH est une molécule solide, comme toutes les molécules qui contiennent un métal. Et vous la mettez dans l'eau, la partie positive va partir de son côté. Ainsi, dedans, vous avez aussi une partie plus et une partie moins. Et associée à une autre partie plus et une partie moins, on peut faire un cristal avec. Enfin, c'est un cristal, la molécule d'hydroxyde de sodium. Alors, ce sodium est parti de son côté et le OH, par contre, il ne va pas se casser en O et H. Il va rester en un seul groupe. Donc, dans la solution, vous allez avoir du Na+, du OH-, avec des couronnes d'hydratation autour. Ah oui, j'ai oublié de le faire. Les couronnes d'hydratation, c'est quand les molécules d'eau se placent d'une bonne façon, parce qu'elles ont des parties positives qui se mettent face au chargement. Donc quand on représente une molécule d'eau, elle est coudée. Donc les parties positives, delta+, se mettent face au moins, et les parties les parties négatives de l'oxygène vont se mettre face au plus. Ok, je crois que c'est assez long comme ça. Donc vous avez pour les non-métaux, ils ne sont pas nombreux, mais ils font des choses vraiment variés. Donc on peut les retrouver seuls. Et là, ils vont être rarement solubles dans l'eau, parce qu'ils vont faire des liaisons covalentes parfaites, incapables d'interagir avec les plus et les moins de l'eau. Ils vont réagir avec des non-métaux pour former des sels qui peuvent former des électrolytes. Et ils peuvent aussi faire ce qu'on appelle des groupements. OH- est un groupement, comme il y a le nitrate, le nitrite, le sulfate, des groupements covalents. À l'intérieur des groupements, il y a des liaisons covalentes, mais qui eux-mêmes sont présents dans des molécules ioniques. Donc ceci, c'est covalent, ici, et entre ces deux-ci, c'est ionique.